Bonjour Ashley, Bonjour. je suis très heureuse de te rencontrer enfin, depuis le temps que Tony me parle de toi sans me parler de ton histoire, parce que voilà, je sais, je connais un peu les grandes lignes, mais j'aimerais qu'on aille vraiment en détail sur ton parcours. Je te laisse te présenter tout d'abord. Merci de me recevoir et effectivement 5 sur 5 pour l'invitation mystère que tu C'est ça. as orchestrée. C'est vrai que moi aussi j'ai très peu d'informations et je trouve que justement ça fait de ce podcast, de cette petite interview, un jeu auquel je suis très contente de me prêter parce que je trouve que ça laisse une grande ouverture au champ des possibles. Je m'appelle Ashley Tayeb, je vais bientôt faire 32 ans. Je suis une pluralité de choses. Je suis maman avant tout, Ok. d'un petit garçon de 7 ans qui a fait faire un 360 degrés à ma vie pour mon plus grand bonheur. Et je suis aussi entrepreneur, auteur, coach et conférencière autour de la thématique des addictions, les petites comme les grandes. Donc, je travaille autant les micro-addictions du quotidien que les cas stéréotypiques dont on entend souvent parler. Tu fais plein de choses, effectivement. Tu as plein de rôles. Oui, 12 heures dans une journée. Alors, du coup, comme tu as tous ces rôles-là qui t'animent aujourd'hui, je ne sais pas par lequel tu veux commencer. Quel est le plus intéressant? Quel est le pour? En tout cas, voilà, tu l'as dit, tu es une maman aussi. Ton fils a 7 ans aujourd'hui. Je ne sais pas par quel point tu veux commencer, mais pour parler de ta maternité, de comment elle s'est passée. Ça remonte, pour le coup, oui, alors 7 ans maintenant, ça veut dire que ça fait 8 ans. Effectivement, le temps passe vite. J'ai toujours, j'ai toujours eu cette construction mentale dans ma projection de vie où je ne m'imaginais absolument pas avoir d'enfant. Donc ça, je pense que c'est intéressant de commencer par là quand même. Déjà. Je me voyais journaliste internationale, potentiellement dans la mode, potentiellement dans la philosophie ou je me voyais plutôt grande penseuse dans un salon littéraire que maman. C'est pas quelque chose que j'ai eu. Je pense que le sous-jacent de cette croyance finalement que j'ai créée, elle venait plus profondément du fait que j'ai toujours eu peur de ne pas avoir d'instinct maternel, ou du moins de ne pas être, de ne pas réussir à être vraiment aimante envers mon enfant parce que voilà, c'est potentiellement pas ce que j'ai le plus reçu, en tout cas de ma mère directement. Alors j'ai reçu beaucoup d'amour de mes grands-parents, mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert, sans lui reprocher, hein, on a tous nos difficultés, mais j'ai beaucoup souffert de la froideur en fait de ma mère vis-à-vis de moi. Et c'est vrai que je pense que voilà, les deux se sont mêlés. Il y avait cette envie d'être une femme libre, indépendante, Bien et sûr. aussi voilà, Et peut-être d'avoir aussi, peur de ce rôle de maman quand tu pouvais apporter toi après par la exactement, suite. de ne pas faire de mal quoi. Cette grossesse m'est vraiment tombée dessus. Donc c'était ma première grossesse et j'étais dans une relation qui était assez particulière, dans un contexte assez particulier. Bon, c'est une assez longue histoire, j'en parle un petit peu dans mon livre, mais j'ai habité à l'étranger pendant une dizaine d'années. J'ai fait pas mal d'entrepreneuriat et je suis revenue en France pour monter un projet qui ne s'est pas bien passé. De fil en aiguille, j'ai fait ce qu'on peut nommer être une vraie dépression et à la fois une crise existentielle, c'est-à-dire qu'après 10 ans de vie à l'étranger, à m'abreuver de plein de cultures, de styles de vie différents, de soleil, je me suis retrouvée à Paris Ah oui, en plein hiver, la dépression quoi. avec un boulot alimentaire, en me disant mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai pas fait Qu'est-ce que je tout fais? ça pour ça quoi. Et j'ai commencé à passer pas mal de temps à divaguer en fait, à traîner un petit peu dehors, pas forcément en étant mal intentionnée, mais juste en m'asseyant dans des cafés pour voir le temps passer. Et je me suis liée d'amitié avec toutes les personnes qui étaient un peu marginalisées des quartiers, du quartier où je vivais. Et c'était en fait, donc moi dans ma grande problématique de vie, les seules personnes avec qui j'arrivais à créer de la connexion en fait, paradoxalement. C'est-à-dire que je sentais une telle absence de jugement et un tel accueil que bien sûr aujourd'hui avec la maturité je comprends différemment. Il y avait, voilà, ils sont évidemment toujours prêts à accueillir du monde dans leur tribu. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, concrètement, en tout cas avec la maturité que j'avais à l'époque, je me suis dit, en fait, j'ai trouvé une famille, c'est vachement intéressant, c'est une vie qui peut potentiellement être excitante. Des gens qui te montrent aussi leur amour et leur affection. Peut-être que ce que tu avais manqué aussi plus jeune. Exactement. Et aussi quelque chose de quand même assez fascinant,
de découvrir en fait tout le monde souterrain de Paris, toute cette vie en fait d'une communauté qu'on ignore complètement. Et moi, je me suis imaginée tout de suite dans un roman journalistique où je prenais mon baluchon, j'allais infiltrer la communauté, écrire. Mais c'est vraiment pour ça que je l'ai fait en fait. Et donc je suis partie. Voilà, je le dis tout le temps. Alors c'est quelque chose qui peut être reçu de différentes manières, mais je tiens à faire preuve de cette transparence pour ne pas en fait entre guillemets bénéficier d'un statut de victime ou de quelqu'un qui voilà j'ai tout perdu machin. Je ne peux pas être alignée en racontant cette histoire parce que ça n'a pas été mon cas. Est-ce que je me suis fait manger par la rue et par l'addiction après? À 200%. Ouais. Ça, par contre, est potentiellement même plus que quelqu'un qui a tout perdu. Donc, au final, tout s'est équilibré. Mais j'ai rencontré la personne qui est devenue le père de mon fils dehors, après quelques mois de vie dehors. D'accord. Au début, c'était assez bon enfant. Pour moi, c'était vraiment une expérience sociale, quoi. On était en été. Il y avait pas... Voilà. Je savais que j'étais en train de faire quelque chose d'un peu transgressif, mais sans plus. Et de fil en aiguille... il y a la consommation qui s'est accrue. Donc bon, c'est pas le sujet ici, mais on est vraiment sur des drogues un peu dures. Et j'ai surtout eu cette relation qui finalement est une de mes plus longues relations. J'ai passé 4 ans avec cette personne. C'est pour cela que je suis restée dehors pendant 4 ans. Ah, c'était pour lui ensuite. Ah ouais. C'est voilà, pareil. Je trouve que dans ces histoires-là, on a souvent le storytelling classique du mec qui va influencer. On était deux. On était deux. On s'est trouvé en partenaire de crime, en partenaire de jeu, en partenaire de recherche d'adrénaline, de recherche d'authenticité aussi, parce que moi, ce qui m'a tenue dans cette relation, c'est de vivre avec quelqu'un ce que c'est de se donner rendez-vous et de s'attendre pendant 2 jours si on n'a pas de nouvelles, parce qu'il n'y a pas de téléphone. Qu'il pleuve, qu'il vente, que t'es froid, maintenant tu t'as donné rendez-vous à telle place, sur tel banc, et bien tu attends en fait. Et moi j'étais en quête de cette intensité en fait, de cette loyauté, de ces valeurs qui viennent vraiment plutôt de l'univers des romans chevaleresques que j'ai beaucoup lu. Donc voilà, donc ça c'est pour le cadre. Donc on est vraiment sur, j'ai habité dans de nombreuses stations de métro, j'ai habité sur le bord du périphérique à Levallois. J'étais seule ou enfin on était tous les deux. Ok, vous étiez vraiment tous les deux. On était vraiment tous les deux. Ok. En huis clos quoi. J'ai habité dans les parkings souterrains de Galerie Lafayette, de la Madeleine, enfin voilà. C'était pas, j'ai pas dormi sur un banc parce que comme j'entends souvent, alors aucun jugement, mais c'est vrai que parfois ça me fait des gens qui disent voilà, j'ai connu la rue un soir, j'ai dormi sur un banc. Oui. Non, mais c'est différent quand même. On va mettre un petit peu de perspective. Mais ouais. Je suis tombée, j'ai découvert que j'étais enceinte assez rapidement, au bout d'1 mois. Ah, tu l'as senti? Mois et quelques. Alors c'est mon compagnon de l'époque qui l'a senti. Ah ouais? Et ça, c'est un truc qui est vachement intéressant, je pense, sur Vraiment? les phéromones, les hormones et la maternité. Il faut savoir que quand on vit en couple dehors, il y a une proximité qui nous ramène vraiment quand même proche des états qu'on peut avoir dans un état dans un style de vie primitif. C'est-à-dire qu'on est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble. Ouais. On ne se douche pas tous les jours avec du petit Marseillais à l'abricot de Provence. Ouais. Et même si moi j'ai toujours fait en sorte de garder le minimum d'hygiène, etc., il y a une proximité et une alchimie qui s'effectue à échelle hormonale qui est bien plus forte que ce qu'on peut avoir dans le mode de vie actuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ressenti de manière très forte sur plein d'autres sujets, en fait. On s'est dit, waouh, on a c'est comme si on avait une couche d'interprétation en plus, en fait, de la réalité qui nous venait de manière vraiment intuitive par le toucher, l'odorat, etc. Donc, un jour, il me dit ça, il me dit, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé, il faut que tu ailles voir. Donc là, je vais voir, je suis enceinte. Tu fais un test ou tu vas voir un médecin? Je suis allée faire un test dans un premier temps que j'ai acheté, positif. Du coup, après, je suis allée à l'hôpital. Pour moi, pour prendre rendez-vous pour avorter, il n'y avait pas de sujet. Bon, déjà, quand tu as vu le test positif, quelle a été ta réaction? Sincèrement, j'en ai pas eu des masses parce qu'en fait, j'étais déjà quand même assez c'est pas abruti, mais en fait, quand on a des consommations de drogue aussi intenses, les émotions sont quand même un peu nivelées, quoi. On a un peu plus vraiment pied dans la réalité, donc c'est pas comme si aujourd'hui, là, j'apprenais que j'étais enceinte ou mon cerveau est capable de faire, en plus avec les responsabilités,
l'ancrage, la vision spatio-temporelle du futur prévisible, où je me serais dit, non, à l'époque, tu vois ça, tu te dis, ok, c'est un problème. C'est un problème, il faut que je le règle. Donc, je vais à l'hôpital, je prends un autre rendez-vous, je raconte à la dame ma situation. Elle me dit, ah, vous êtes sûre? Je dis, oui, je suis sûre. Je prends rendez-vous. Et il y a une latence, je pense, de 2 semaines, un truc comme ça, entre les Ah ouais, deux. c'est énorme. Mais en tout cas, ils vous le font pas tout de suite quand on arrive, quoi. J'en parle pas souvent, mais je vais partager ce petit morceau d'intimité. Parce que, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en train de se balader un soir dans la gare vide. J'avais des grandes barquettes de couscous d'un restaurant Ouais. qui donnait, pardon, qui donnait en fin de service Le reste, le reste. Et donc, voilà, on était en train d'errer dans la gare. Et là, il y a une dame qui était assise, une grand-mère, un peu la grand-mère Kentucky, quoi. Kentucky Fried Chicken à l'ancienne. Elle me dit, ma fille, partage ta nourriture avec moi. J'arrive, je m'assois, je partage, etc. Elle parle, elle parle, elle parle. Et à un moment donné, elle se retourne vers moi et elle me dit, ma fille, il faut que tu gardes cet enfant. oh, Donc, sans aucun mysticisme et sans voilà, essayer d'interpréter ça, il y a mille et une raisons de l'expliquer, comme il y a mille et une raisons de ne pas pouvoir l'expliquer. Je faisais 42 kilos tout mouillé, donc c'est clair que c'était pas physique que ça se voit. Est-ce qu'elle l'a senti? Est-ce que... Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je me retrouve avec une nana qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui me regarde, qui ressemble concrètement à la Vierge Marie, version grand-mère, quoi. Et la nana, elle me regarde, elle mange son couscous, elle me parle de sa vie, elle me dit, tu dois garder l'enfant. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que ce trip de la... c'est un ordre, ça ressemble un peu à un ordre. Ouais, oui, c'est ça, c'est une vraie recommandation. Donc, aujourd'hui, je sais comment le cerveau fonctionne, je sais que, voilà, j'étais quand même dans des états où j'ai beaucoup joué avec tout le mécanisme neurobiologique de mes pensées. Est-ce que c'est une projection que j'ai faite et que j'ai décidé d'interpréter comme telle? Il y a 1 milliard d'explications. Bien sûr, mais... On peut partir dans tous les sens. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que j'ai gardé cet enfant. Donc, c'est incroyable. Donc c'est quand même à nommer. Et c'est vrai que, alors, sur le coup, voilà, je suis passée à autre chose. Et au moment où je me suis retrouvée, en fait, voilà, à l'hôpital pour faire l'avortement, j'ai eu ce truc qui m'est revenu. Je me suis dit... Ouais, t'es allée à ce rendez-vous quand même, et après, une fois là-bas, tu t'as revisualisé un petit peu cette... Ça m'a... Alors, j'ai même pas revisualisé, ça m'a... Ouais, c'était tombé dessus. Et je me suis dit, ah. Du coup, j'ai commencé à parler avec la doctoresse et par contre, j'ai été très honnête. Je lui ai dit, écoutez, moi, voilà quand même mon style de vie et surtout, voilà où j'en suis chimiquement parce que bon, c'est une chose de vouloir croire en une épiphanie et un signe de l'espace, mais c'en est une autre de mettre une vie en danger. Donc, j'étais très, très claire et très honnête avec elle. Et en fait, elle m'a dit une chose qui m'avait assez surpris à l'époque. Elle m'a dit, écoutez, si vous arrêtez tout avant les 3 mois, il y aura pas de conséquences, en fait, à long terme. Il y a plusieurs différences, voilà, selon les produits. Typiquement, les grossesses qui se font dans l'univers des opiacés, donc l'héroïne, etc. Le fonctionnement de la drogue est différent, en fait, sur les cellules. Et donc, effectivement, on ne peut pas, en fait, se sevrer d'un coup. C'est trop violent. Et en fait, ça donne des enfants qui naissent, en fait, et qui doivent être sevrés à la naissance. Oui. Avec des produits de substitution. Donc, c'est très, très, très dur. Moi, c'était pas mon cas. Donc... mais bon, ça a quand même été extrêmement difficile d'arrêter. Et en fait, ça a été net pour moi à partir du moment où j'ai eu cette information. J'ai arrêté du jour au lendemain. Donc, je fumais du crack du soir au matin, du matin au soir. Plus alcool, plus etc., plus etc. Et ça a vraiment été une fracture. Du jour au lendemain, à partir du moment où cette docteure t'a dit ça, t'as réussi à arrêter? Ouais. Ça, c'est quand même incroyable. Et toute seule ou tu t'es faite Alors, dans un premier temps, j'ai arrêté toute seule. Je dirais que ce qui a vraiment été pour moi le moteur de ça, c'était une terreur absolue de me retrouver coincée pour le reste de mes années de vie avec un remords tellement déchirant d'avoir fait quelque chose qui, pour moi, dans mes principes de valeur, était mais vraiment... faute capitale, quoi. Et j'avais vraiment ce truc-là, parce que c'est vrai que bien sûr que c'est en partie pour l'enfant, mais au début, il n'y a pas d'enfant, en fait. Au début, t'es enceinte, t'es juste pas bien, en fait. sûr. T'as pas de sensation, et j'ai vu, en fait, malheureusement, des femmes enceintes qui vivent dehors, qui se prostituent pour avoir à peine une dose. C'est des choses que j'ai vues. C'est des femmes que j'ai consolées, qui sont venues pleurer sur mes genoux, justement pour ça. Donc, je pense que, voilà, effectivement, c'est
mesure intense qui vient de situations de vie intenses. J'ai été très marquée par ces rencontres. Donc pour moi, c'était net. Par contre, c'était extrêmement difficile. Ah oui. Et puis ton conjoint, il était dans quelle optique il était, lui? Il était d'accord avec toi, avec le fait de garder ce bébé déjà dans un premier temps? Est-ce que... Alors, ce qui est marrant, c'est que lui, pour le coup, c'est aussi en partie ce qui m'a convaincue, c'est que lui a vraiment encensé ça. C'est-à-dire que il me dit, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être Charline Gals. C'est bon, classique, quoi. C'est l'enfant objet de notre rédemption. Sauf que moi, alors, pour le coup, je salue la lucidité de la jeune femme que j'étais à l'époque, où je me souviens, en fait, mais vividement de l'écouter, en fait, partir dans son lyrisme, de me dire, franchement, tu sais quoi, je souhaite. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi où je sais que cette décision, c'est moi qui la prends. D'accord. Et pas toi. Et c'est une forme de lucidité qu'aujourd'hui, je note en fait chez moi avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration finalement par rapport à la situation dans laquelle j'étais, où il y a quand même des endroits comme ça où j'étais là. Parce que tu avais quel âge là, à ce moment-là? 32 ans, moins 8. Ah oui. Moins 8, ça fait 23. Ouais, c'est ça, tu étais très jeune quand même. Ouais. Tu as eu cette lucidité-là? C'était une évidence pour moi. Je me suis dit, là, tu signes, il y aura que toi. Wow. Même si on vit ensemble, etc. Mais il n'y a que toi, en fait. Ouais. Et au final, bah, c'est concrètement ce qui s'est passé. Alors, il n'a pas du tout réussi à arrêter. Au contraire, il a, en fait, en étant témoin de ce que moi j'étais en train de faire et du changement assez radical, il s'est rendu compte que du coup, la première place ne lui était plus attribuée dans ma journée, dans mon temps, dans mes réflexions, dans mes pensées, et qu'en fait, il avait plus personne avec qui jouer. Donc, il l'a assez mal pris. Enfin, dans la mesure de la situation, vraiment comme un petit garçon, quoi. Je me suis dit, attends, un peu vexé. Ouais. Il y a une forme de jalousie en fait qui s'est fait. Après, voilà, lui, il avait beaucoup plus d'années de consommation que moi dans les pattes, donc voilà, sans dire que c'était plus ou moins difficile, mais il n'a pas du tout réussi à arrêter, donc ça a été une grossesse très dure. J'ai cette impression un peu d'avoir eu, pour ceux qui sont familiers avec Harry Potter, j'ai vraiment cette impression d'avoir porté cet enfant et de l'avoir protégé de toute la noirceur du monde, de la violence, et d'avoir moi créé en fait une bulle magique en fait où il y avait vraiment que nous, malgré le fait que tout autour de moi était quand même assez chaotique. Ouais. Et aujourd'hui, je vois cette petite cicatrice sur son front qui est invisible en fait, mais qui est vraiment la cicatrice de ce noyau de vie qu'on a commencé à créer en commun, où en fait, je sens vraiment qu'on a un lien. J'allais dire très fort, mais c'est même pas le mot. Je pense que c'est unique déjà. C'est vrai que je prends l'exemple d'Harry Potter. Où elle se sacrifie et il se retrouve avec une cicatrice à vie et surtout avec une protection. C'est-à-dire que de par le sacrifice de sa mère, qui se jette en fait devant le sortilège pour qu'il ne meure pas bébé, il ne prend qu'une partie et en fait au final il se retrouve à avoir une forme de protection qui vient en fait du sacrifice de ses parents. Donc voilà, sans parler. Quoique si je peux parler de sacrifice clairement, à moi aussi de le porter, mais je pense que la justesse et la droiture et le courage incroyable dont j'ai fait preuve à l'époque pour vraiment tenir ça, en plus effectivement sans avoir beaucoup de soutien, sans avoir de moyens financiers, enfin c'est ça, rien quoi. T'étais toute seule, t'avais pas de famille, t'étais en relation quand même avec alors non, j'ai coupé complètement avec une grande partie de ma famille, mis à part mes grands-parents j'ai pas voulu les inquiéter, donc je les ai préservés de cette réalité le plus longtemps possible. Je comprends. Je suis revenue vers eux, je suis revenue vers tout le monde quand j'étais déjà ancrée, quand voilà, j'avais réussi à me trouver. Dans un premier temps, j'allais dormir dans un Formule 1 pour pas dormir dehors. Après, j'ai réussi à trouver un hôtel social à Massy-Palaiseau. Voilà, j'avais une espèce de chambre avec une lucarne et une télé timbre-poste où j'ai passé ma grossesse toute seule. Et voilà, une fois que c'était un petit peu plus solide, j'ai fait le pas d'en parler avec la famille. Mes grands-parents m'ont ouvert grand les portes et m'ont soutenue à partir de ce moment-là. Mon père aussi, à sa manière. Ma mère a été plus, on va dire, plus réservée. Mais je me souviens
d'être allée boire un thé quand elle était de passage à Paris avec elle, et elle m'a dit, mais en fait, tu fais une grosse erreur. Tu fais une grosse erreur et moi je ne te soutiendrai pas parce que c'est n'importe quoi en fait. Donc, j'étais quand même à 4 mois, j'avais déjà avancé. Enfin, tu peux pas dire à quelqu'un qui est enceinte de 30 que c'est une erreur quoi. Non. Enfin, Même j'ai envie de te dire, tu peux pas vraiment le dire à n'importe quel moment, mais oui. à 4 mois, bon, encore moins. Quand t'as le test dans la main et que tu t'appelles ta copine pour qu'elle te dise est-ce que j'aborte ou pas et qu'elle te dit non, c'est vraiment un connard, avorte, là tu peux te dire. Ouais, c'est vrai. Mais bon, quand tu fais ce pas-là d'aller reconnecter non, avec quelqu'un qui, je crois, est ta mère, plus. et que tu fais cet aveu de vulnérabilité, bien sûr, en étant bien consciente que la situation n'était pas des plus propices, etc. Mais Elle connaissait ta situation. oui, Elle savait que t'es ouais, elle l'a su assez tard sur la dernière année, je pense. Mais bon. Donc voilà, soutien, mais toujours quand même assez en huis clos et avec le conjoint qui lui n'arrivait pas à arrêter quoi. Donc voilà, ça a été assez difficile à tenir. J'ai par contre eu un super accouchement. Mais t'avais eu justement pendant cette grossesse, t'avais eu accès à des cours de préparation, tous les rendez-vous médicaux qu'une femme enceinte peut avoir. J'ai eu un suivi avec une sage-femme donc à l'hôpital de Port-Royal dans le 14e, je crois. J'avais voulu participer à quelques ateliers, mais c'était en couple pour la plupart. Ah ouais, et tu pouvais pas. J'avais vu, je sais qu'il y avait, il fallait venir accompagner. Moi, c'était quand même à chaque fois un peu compliqué. Ça, c'était dur un peu de venir, et en fait, je me sentais pas à ma place, quoi. Ouais. Enfin, avec les nanas qui vont, et que moi, dont moi je ferais partie aujourd'hui, mais t'arrives avec ton meilleur pantalon de yoga, tes petits trucs que t'as préparés pour la grossesse. Moi, j'avais un jogging, et enfin, je sais pas, je me sentais mal à l'aise en fait, de me mettre dans autant d'énergie, dans autant de connexion, dans autant de vulnérabilité. Je me sentais pas légitime aussi de. Ah, c'est horrible. Hein. C'est terrible de se dire ça, qu'une femme enceinte ne se sent pas légitime de préparer son accouchement, tu vois. Et puis, j'avais aussi très très peu de connaissances. Aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur moi et la curiosité et la vraie passion que je peux avoir pour tous les types de thérapies holistiques, branle-bas de combat si je décide d'avoir un enfant. C'est clair que je me lance sur une préparation physique, spirituelle, sociologique. Ça serait vraiment un grand projet. À l'époque, j'avais aucune information, et je pense que c'est quelque chose dont on parle pas non plus énormément. Pareil sur l'éducation, ne serait-ce que le fait que l'alcool est concrètement ce qui peut le plus faire de mal à un fœtus, plus que la drogue, plus que la clope, plus que le joint, plus que machin. L'alcool. On parle du verre de vin, et ouais, l'alcool, c'est vraiment ça, c'est un des trucs qui m'a révoltée, c'est de me rendre compte que qu'on parle pas du tout assez de ça, quoi. Il y a une pauvre affiche toute jaunie dans la salle d'attente avec les sages-femmes, mais ça devrait être surtout en France quelque chose qui devrait passer dans des publicités à la télé ou à un moment donné. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu vois, moi, j'aurais pensé que la drogue, par exemple, c'était beaucoup plus dangereuse que... En fait, alors, je suis pas une spécialiste, mais à partir d'un verre de vin, ça peut occasionner des malformations sur un fœtus. Donc, déjà, à partir de là, bon. Fin de l'histoire. C'est ça, il n'y a pas de débat. Fin de l'histoire, il n'y a pas de débat. Mais... ouais, après j'ai été suivie par ce qu'on appelle l'équipe ELSA, qui est une équipe spécialisée pour les grossesses un petit peu particulières, qui sont dans des situations de précarité, etc. Ok. Donc ça existe quand même. Ça existe. En France, tu peux avoir des gens adorables, mais des gens sincèrement démunis en fait, parce que je sais pas si c'est mal formé ou peu de moyens ou un mélange de tout, mais on va aller voir en fait un médecin. Alors surtout quand tu es enceinte, on peut pas te donner d'antidépresseurs, on peut pas te donner d'anxiolytiques. Le crack en l'occurrence, il n'y a pas de produit de substitution. C'est comme la cocaïne, il n'y a pas de substitut en fait aujourd'hui, comme le CBD, on va dire, qui peut te permettre d'avoir un palliatif. Il n'y a rien, c'est toi avec toi-même. Donc on va te prescrire de l'Atarax, un décontractant musculaire qui ne sert strictement à rien. Et c'est vrai qu'en fait, on le sent qu'ils ont envie, mais qu'ils ont rien à leur porter en fait. À aucun moment on m'a parlé de l'auto-hypnose, à aucun moment on m'a parlé de la méditation, à aucun moment on m'a expliqué que je pouvais. Peut-être qu'aujourd'hui on le ferait, non? Je pense un peu plus. Oui, je pense que ça dépend aussi des endroits et pour le coup des préférences personnelles en fait de la personne qui accompagne.
C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, quand tu vas voir, moi je sais que j'ai une super kiné et que je l'ai Mmh. choisie sur Doctolib parce qu'elle faisait aussi du shiatsu, aussi de la Ouais, réflexologie voilà. plantaire. Je me suis dit, c'est une kiné, mais elle va être forcément aussi Mmh. un peu plus dans une lecture globale, on va dire, du corps et de tout ce qu'il compose et des énergies qui peuvent y vivre. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce gentil médecin qui me disait, du coup, ça va, vous arrivez à dormir, voilà. Donc effectivement, j'ai manqué de rien. On m'a prescrit des boîtes entières de Gaviscon pour les reflux gastriques. Ouais, ouais, ouais. Enfin, on m'a donné des Nicopatch, mais Ouais, mais dans le corps du truc, il y avait personne. voilà, c'était pour les maux de grossesse, mais Voilà. physiquement, et t'étais comment? Parce que j'imagine que ça a dû être très, très difficile de... Je sais pas comment le corps réagit quand tu arrêtes comme ça des addictions du jour au lendemain, mais est-ce que tu l'as senti? Tu l'as forcément senti, ou alors t'étais tellement focus sur ton objectif. Mhm. Ouais, c'était ça, c'était... C'était plus ça. Après, c'est pas c'est une drogue qui va avoir des symptômes physiques qui vont être plutôt psychosomatiques, Hmm. qui sont très réels. Hein. Attention, Oui, psychosomatique ne veut pas dire qu'on fake, ça veut juste bien dire sûr. qu'en fait ça passe par le biais du cognitif et que ça se matérialise en fait, l'anxiété va se matérialiser par des symptômes physiques. D'accord. Donc on peut avoir effectivement des tremblements, des crises de panique en fait, surtout. Donc vraiment, on Ouais. se retrouve sans le souffle, dépression, anxiété, des crises de paranoïa aussi, parce que d'un coup il faut que tout puisse se recalibrer. Enfin, c'est des symptômes qui peuvent exister. Je sais que j'ai eu quelques moments où ça a été difficile, mais finalement ça restait juste une bataille mentale Hmm. comme on peut en avoir sur d'autres sujets. Moi, j'avais Mhm. déjà quand même un peu travaillé ce terrain-là avec le style de vie que j'ai eu et les choix que j'ai faits de Bien voilà sûr. de partir à la conquête de mes rêves, d'aller Ouais. m'installer ailleurs, d'oser challenger un peu le status quo par rapport à ce qui était attendu de moi, Mhm. d'aller travailler dans des milieux où potentiellement j'avais pas ma place de facto. Donc j'avais un petit peu d'entraînement léger sur cette dynamique mentale aussi aussi par rapport à paradoxalement parlant, à la restriction alimentaire. Tout le Ouais. concept en fait de excès de sport. Moi, j'ai été addict au sport pendant assez Ah longtemps. Quand je dis ouais. addict, c'est vraiment bigorexique d'aller courir Ah ouais. au point d'en avoir des douleurs partout, de ne pas pouvoir aller me coucher si j'avais pas fait au moins 1 à 2 heures de Ah sport par ouais. jour. Parfois, je faisais presque 4 heures de sport dans une journée, quoi. Waouh. Ça venait d'une vraie obsession à Hmm. maîtriser mon image, à maigrir coûte que coûte. Après, je pense que voilà, moi je suis des années 90-2000, 99% des nanas de mon âge, on est un peu passé par ce fantasme de la minceur, de la maigreur qui a été hyper encensé par les médias de Ouais. l'époque. Bon, moi ça m'a pris, ça m'a beaucoup pris et c'est vrai que finalement, au final, j'ai développé quand même cette capacité à me forcer à faire des choses que j'avais pas envie de Bah oui, je faire. comprends. Et je pense que ça a été quelque chose sur lequel je me suis appuyée et surtout, c'est vraiment c'est là qu'on voit en fait, on parle beaucoup du mindset, on parle beaucoup de Hmm. la visualisation, on parle beaucoup de ceci, mais à un moment donné, quand tu dois faire face à des choses ou à un environnement où tout est en train de s'effondrer autour de toi, où tu es dans un chaos, Hmm. à part toi te concentrer sur ton étoile du Nord, je dirais que, sans alors c'est quelque chose dont j'essaye de ne pas trop parler, parce que malheureusement, j'ai l'impression que à partir du moment où on nomme le mot méditation, c'est comme si en fait on lui accolait, toute la polémique qui tourne autour de ça et les clichés Hmm. et en fait, l'idée, c'est pas d'en faire un dogme. En fait, il y a pas les gens qui méditent et les gens qui méditent pas. C'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel je suis en train d'écrire, pas mal là pour le 2e livre que je suis en train d'écrire. Hem c'est une manière en fait de dire que, en fait, la méditation, c'est un mot qui vient nommer une pratique, mais en fait, l'état méditatif est un état qui est endogène à l'espèce humaine, en fait. Enfin, c'est à un moment donné, Hmm. on est tous constitués pareil, à Ouais. quelques exceptions près, et en fait, on a tous la capacité, en fait, déjà, tout simplement en coupant, c'est ce qui se passe, en fait, un petit peu avant qu'on dorme et un petit peu après Ah oui, s'être réveillé. complètement. On a tous dans notre journée des états qui sont des états ce qu'on appelle des états de conscience modifiés et donc des états méditatifs. Les bienfaits aujourd'hui ne sont plus approuvés. Il y a pléthore d'études sur la régulation du rythme cardiaque,
l'amélioration de l'humeur, de la concentration, etc., etc. Et c'est surtout qu'en fait, c'est une sensation de bien-être qui est vraiment dingue, en fait, et qui permet de réconcilier. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est non négociable dans ma vie. Parce que aujourd'hui, c'est même plus pour prendre soin de moi, c'est un devoir pour moi dans ma mission de vie, dans le sens où j'élève mon enfant, j'accompagne des gens, je dédie ma vie à quelque chose qui est énormément au contact de l'autre. Et en fait, aujourd'hui, je sais que si je ne médite pas, je perds 40% de ma productivité, de ma présence, de mon ancrage. Et vu que j'ai sous ma responsabilité, finalement, à la fois de la vie de mon fils et à la fois en partie la vie des personnes qui me font confiance avec leur intimité pour que je vienne les accompagner, je sais que voilà, j'en fais pas une habitude militaire, mais quand je passe 2, max 3 jours sans méditer, il y a un endroit à l'intérieur de moi qui me dit Ashley, là c'est même pas pour toi en fait. Là tu commences à être un peu irritable avec ton fils, mais là, rien, c'est pas du tout son problème. Alors que si je me réveille comme je fais tout le temps à 5h30, que je médite pendant 1 heure, là je me réveille, plateau, machin. Ça change tout. Ça change tout. Et du coup, il part à l'école, on n'est pas stressé, on n'est pas en retard. Tout est fluide en fait. Et après, bien sûr, c'est pas une solution miracle, bien sûr que ça, mais c'est quand même quelque chose qui, surtout pour le coup dans la maternité, moi en tout cas, m'aide énormément. Pour pouvoir en fait gérer les émotions, gérer le revenir à soi. Et aussi, alors au tout début, époque bébé, etc., c'est vrai que c'est pas forcément hyper pertinent, mais plus l'enfant grandit, et puis il y a un vrai processus de passation et de décision en fait qui s'opère dans les manières dont on choisit de guider et guider/éduquer notre enfant. La méditation permet en fait, ou en tout cas est un bon outil pour éviter d'être parent à partir d'un espace qui est un espace d'ego, en fait, qui est un espace d'orgueil. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, je sais que j'apporte énormément d'attention, parce que c'est facile, en fait, de projeter ce que l'on estime être le déroulé prévisible d'une journée avec un enfant. Parce que nous, on réfléchit avec notre cerveau d'adulte. Non, mais tu vois, voilà, tu t'habilles. C'est très vrai. On s'habille tous les jours, tu te brosses les dents. Et après, je dis ça, attention, moi-même, ça m'arrive un jour par semaine où voilà, je repars en mode par défaut. Ce matin, on va pas tous les jours te demander de te brosser les dents. On le fait tous les jours. En fait, lui, il a rien demandé. Dans un monde où on n'est pas dans cette société, un enfant ne demande pas à être lavé propre tous les jours avec la règle sur le côté. Il se lave 1 fois par mois, il se baigne dans une rivière, il joue toute la journée dehors, il met pas de crème solaire. Et il est très heureux. Il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ça, en fait. Et il n'a pas demandé bien sûr qu'il faut qu'il apprenne, etc. Mais on se retrouve, en fait, à se mettre dans des sujets de discorde avec les enfants qui, en fait, sont au final très loin du nœud de la relation qu'on est censé avoir à eux, en fait, du nœud de la relation qui est censée être une relation de connexion, une relation de toucher. Les primates passent plus de 20% de leur journée minimum en contact physique direct. Famille, amis, tout lien confondu, c'est primordial. Donc un enfant, il a besoin, avant de faire ses devoirs, avant de se brosser les dents, avant de manger du chou kale, parce que comme ça, maman, elle peut mettre un selfie sur Instagram et dire « Mon fils adore le chou kale hein !» Avant de faire tout ça, un enfant a besoin de contact physique. Et pas jusqu'à ses 3 mois, jusqu'à ses 7 ans, jusqu'à ce que... même nous, en tant qu'adultes. Voilà. Et c'est vrai que moi, je sais que quand je vois que je monte un peu dans les tours parce que mon vase, il est plein, en fait. Je suis là, j'ai envie de continuer à travailler parce que je suis en train d'écrire et je suis... c'est terrible. Et cette espèce de transition entre le mode travail, qui est un setup énergétique complètement différent du setup maman, en fait. Tu passes de projection opérationnelle, machin, et là, d'un coup, tu redescends. Je suis complètement en train de vivre ça. Et des fois, je me dis, waouh, et oh là, ça fait 4 heures que t'es sur ton truc. Là, t'as ton bébé à côté qui te demande juste à jouer, allez, 10 minutes, quoi. Après, d'avoir marre. Mais, tu vois, de jouer à ce jeu-là. Mais c'est super important de savoir faire les deux, quoi, en fait. Quand t'es une maman, t'es une entrepreneuse, t'es plein de choses à la fois. C'est dur, hein, mais... Mais du coup, revenons-en quand même
Voilà, là tu m'as dit, tu te sentais pas légitime de participer à ces cours, voilà, ces cours collectifs parce que c'était des couples, parce que c'était des gens aussi qui rentraient chez eux après, qui avaient aussi pas la même vie que toi. J'imagine que ça aussi, ça... En fait, j'avais l'impression d'être... C'est très particulier. C'est pas sale dans le sens indigne ou sale. C'est juste qu'en fait, j'avais l'impression d'être terne, presque comme si j'étais une version un peu sépia en fait de moi-même ou un peu en couleur vachement terne et qu'ils étaient je sais pas en bonne santé avec des couleurs ouais voilà moi j'avais l'impression d'être grège quoi j'avais ma peau enfin j'avais des cernes comme ça j'étais famélique enfin et t'avais du ventre quand même du coup ou pas? Ouais, j'avais du ventre. Alors j'ai pris 10 kilos pendant la grossesse, donc je suis revenue un fois. Ça c'est vrai que pour le coup, avec le recul, ça veut dire que voilà, j'ai repris mon poids de forme grâce à ma grossesse, donc ça je sais que c'est une chance sur 1 million. Tu m'as dit tu faisais 42 kilos? Ah ouais. Ouais, c'était. Oui, donc tes kilos de grossesse, tu te disais pas, oh là là, faut vite que je les perde après. Ah, j'ai quand même eu ce biais-là, C'est vrai. d'avoir été tellement dans le contrôle sur ce sujet-là. Une des raisons aussi pour laquelle j'ai fait le choix de continuer à vivre cette vie-là, c'est qu'en fait, l'addiction à la drogue avait remplacé les troubles du comportement alimentaire. Ah, oui. C'est la première fois de ma vie que, pour une fois, j'avais pas besoin de réfléchir à est-ce que je mange pas, combien j'ai mangé, est-ce que machin. Ça a été mon plus gros travail à ce jour, ça a été vraiment de trouver l'équilibre là-dessus. Et c'est quelque chose que je travaille aujourd'hui dans ce que je peux faire en termes d'accompagnement, parce qu'en fait pour moi c'est pareil, c'est-à-dire que la pulsion à l'acte de manger ou la pulsion à ne pas manger ou cette obsession sur le contrôle de la nourriture ne diffère aucunement de la pulsion qu'on peut avoir à faire du shopping compulsif sur Amazon ou de la pensée où on se dit qu'on veut plus avoir de relations toxiques parce qu'on se sent seul. Enfin, moi, je vise vraiment en fait à faire prendre de la hauteur aux réflexions qui entourent le sujet de l'addiction pour justement nommer que voilà, moi j'ai autant souffert d'être dans les méandres de mes troubles du comportement alimentaire, avoir des comportements complètement mais complètement fous à l'époque de me cacher pour aller manger mon repas que j'avais décidé dans les toilettes du bureau où je bossais et j'avais mangé devant les autres. Enfin. J'ai autant souffert de ça que j'ai pu souffrir d'avoir été addict à la drogue dure et dehors. Et ça, je pense que c'est un message qu'on n'entend pas assez et qui, par contre, doit être nommé. C'est-à-dire qu'en fait, l'addiction, le seuil de mesure, c'est la souffrance, en fait, perçue, mais surtout interne, que souvent on ne perçoit pas. Et souvent, moi, les personnes que j'accompagne qui sont insérées dans la société, c'est encore plus difficile pour elles parce qu'elles doivent en plus garder le sourire et faire en sorte que ça ne se voit pas. Elles ont des responsabilités. Quand t'es dehors, t'as rien d'autre à faire. Et voilà, ça fait partie des choses que je prends à cœur d'avoir, encore une fois, le courage de nommer pour un petit peu donner une polarité différente aux histoires qu'on peut entendre sur ces sujets-là, parce que c'est des dynamiques qui sont infiniment plus complexes et infiniment plus vastes que ce qu'on peut entendre. Ce qu'on peut croire et entendre surtout, ouais, c'est vrai. Et donc, le jour est venu où il fallait accoucher. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as senti? J'ai été allée... mes grands-parents m'avaient proposé de venir chez eux pour voilà, le dernier mois, etc. Et le jour où je suis arrivée chez eux, j'ai en même temps signé le bail j'avais un petit studio au Pré Saint-Gervais. Le jour où j'ai signé le bail, j'ai perdu les os. Ben, là aussi. Bon. Le message était clair. C'est bon, quoi. Tu peux venir. On est OK. On a cette faculté qu'ils ont à savoir que c'est le bon moment, tu vois. C'était dingue. Ça, c'est incroyable. Et t'as perdu les os. J'ai perdu les os. Alors, en fait, j'avais mal au dos. J'avais mal
plutôt vers les reins. Donc c'est vrai qu'au début, je pensais que voilà, j'avais juste mal au dos, Sciatique. du poids. Et c'est ma belle-mère qui m'a dit attention, ça peut être le début des contractions. Elle me dit il y a certaines femmes qui accouchent entre guillemets par le dos. Alors j'ai jamais vérifié, mais Oui. enfin voilà, c'est un truc qu'elle me dit. Et du coup, parce que moi, contraction, je m'attendais à ce que ça pousse, comme Au ventre, 99% des femmes. On s'attend à ce que ça pousse vers le bas. Sauf qu'en fait, une contraction, en fait, c'est ton corps, c'est tes os qui s'écartent. Clairement, c'est exactement ça. C'est voilà, c'est assez simple. Donc, en réalité, c'est intéressant qu'on utilise le mot contraction parce qu'en fait, il n'y a pas de contraction, on va automatiquement penser à quelque chose qui se contracte comme ça. Tellement vrai. Alors qu'en fait, une contraction, c'est ça, il y a cette forme de mais c'est pour ouvrir. Et donc moi, j'ai vraiment commencé à le sentir au niveau du dos où j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de m'écarteler le bas. Donc j'ai eu au téléphone, elle m'a dit attention, et je lui ai dit ouais, je vais prendre un bain pour me détendre. Et là, elle commence à me dire alors attention numéro 2, donc c'est la reine des attentions, mais qui sont finalement très utiles. Elle m'a dit fais attention, si tu vas perdre les os, vu que tu vas prendre ton bain, peut-être tu peux ne pas t'en rendre compte, mais tu vas perdre ce qu'on appelle un bouchon. C'est ça. Et donc elle m'explique, voilà, non, et moi j'étais là genre les infections dans l'eau, dans le bain, c'est et en fait finalement, du coup je suis sortie du bain et j'étais dégoulinante quoi. C'est là que j'ai compris qu'elle avait raison. J'ai trouvé le fameux bouchon dans la baignoire. Et là mon grand-père nous a amenés à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Je pense que j'ai vraiment cru que j'allais pas réussir à supporter la péridurale, l'injection, enfin ça. J'arrivais pas à peine elle commençait et elle me disait madame si vous bougez je ne peux pas le faire. Elle a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et en fait elle m'a dit et moi j'étais là je peux pas, c'est impossible pour moi de supporter cette douleur quoi. Je suis très douillette. Paradoxalement avec la vie que j'ai eue, je me suis jamais rien cassé, j'ai quand même je suis assez robuste, j'ai très peu été malade physiquement en tout cas et c'est vrai qu'en fait je me suis dit mais je peux pas. C'est impossible, incroyable ça. Et au final bon on a réussi elle a réussi à me tenir voilà à me dire à me recentrer, à me dire OK. C'est soit ça. Ouais. Tu vas douiller. Donc j'ai réussi à avoir la péridurale. La nana m'a expliqué pareil, ça a pas beaucoup de préparation là-dessus quoi. Donc la nana elle te dit si vous en voulez plus, vous appuyez sur la manette. Ah ouais. Mais pas trop non plus. Moi c'était ma connerie. J'ai appuyé. Mais personne te dit pas trop non plus en fait. Donc moi dans le doute j'ai pas appuyé du tout. Et en fait je me souviens voilà on m'a laissée dans la salle toute seule et là je suis vraiment rentrée dans un pour le coup, je ne pratiquais pas énormément de méditation à l'époque, mais je suis vraiment rentrée dans un état méditatif avec mon corps en fait. Et j'ai commencé à vraiment sentir et je me suis dit attends, avoir des ressentis. Ouais, et je sentais tout en fait. Et j'ai senti en fait qu'il était en train de faire la fin de son retournement et à un moment je sentais littéralement l'axe de ses jambes. Et je sentais ses petites jambes se déplier comme ça et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce délire. Et en fait, je sentais ça et au début, je me disais bon, ça doit être juste des mouvements et tout, mais en fait après, le mouvement était net en fait. Je sentais vraiment l'axe qui est l'axe du genou en fait qui pousse comme ça. Et en fait, je me suis dit mais en fait cet enfant va sortir. Donc là, j'appuie sur la sonnette et la sage-femme arrive et je lui dis madame, je lui explique un petit peu. Alors bon, elle me regarde comme si j'étais la nana la plus perchée de l'univers. Elle me dit c'est votre premier enfant, vous inquiétez pas, vous êtes là jusqu'à demain. Allez, faites une sieste. Et là, je lui dis, en fait, allô, c'est mon corps. je le sens là. Là, il y a un enfant qui est en train de descendre dans mon canal. Donc en fait, là, il faut faire quelque chose. Elle me dit bon, je vais juste finir un truc et je reviens. Juste moi regarde quoi, je sais pas. Non, la nana elle part, elle revient en 10 minutes qui pour moi, genre j'étais pour le coup en train de me retenir, donc c'était une éternité. Mais tu souffrais quand même non du coup? Si t'appuyais pas sur le bouton et que tu sentais tout ça. En fait, j'avais quand même déjà la dose de base. Après, je sentais tout. J'avais un peu mal, mais là, les contractions, donc t'avais mal au dos, quoi. C'était pas. Non, j'avais mal dans mon système nerveux. Mais je sais pas, ça me semblait acceptable. Et t'étais toute seule, on est d'accord. Là, ouais, j'étais toute seule. J'ai voulu que j'avais besoin d'être toute seule. J'ai pas forcément voulu. Il y avait, pour le coup, il y a mes grands-parents et la mère de mon conjoint et mon conjoint qui étaient là, mais j'avais besoin d'être. En général, quand je vis des choses intenses, j'ai vraiment ce besoin moi d'être recentrée avec moi-même.
Donc la nana arrive, toute pleine de bonhomie, elle dit bon, Madame Tayeb, on va regarder, rassurer les petites inquiétudes de maman. J'avais envie de lui mettre un pied bouche, quoi. Alors attends, tu vas te calmer tout de suite. Elle me parlait comme une neuneu. Et là, elle enlève l'espèce de tissu, etc. Elle fait ah mais il a beaucoup de cheveux en plus votre enfant. Elle appuie sur la sonnette, il y a tout le monde qui arrive et j'ai accouché en 1 heure. C'est pas vrai? Ah ouais. En fait, toi, t'es arrivée il y a quoi? T'es arrivée peut-être 2 heures avant max, cassé. Et pouf. C'est incroyable. Pas un point, pas rien. Waouh. Ouais, ça existe. Ça existe. C'est super comme témoignage de le dire, tu vois. Un premier enfant en plus, c'est incroyable. Bah ouais. Après, voilà, je pense que vraiment alors, aujourd'hui, j'ai plus d'informations. Je sais que la lumière vive, c'est hyper mauvais. Je me serais plutôt intéressée sur une méthode d'accouchement naturel, potentiellement dans l'eau, avec de l'auto-hypnose. J'aurais vraiment travaillé comme ça. Et potentiellement, si j'ai un deuxième enfant, c'est ce que je ferais. Mais ma recommandation, c'est vraiment en fait d'avoir ce temps pour vivre ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, alors peut-être que voilà, c'est pas l'union que j'ai eue, etc. Mais c'est très bien d'avoir le soutien d'un conjoint, c'est très bien d'avoir le soutien de sa mère, c'est très bien d'avoir une main, d'avoir quelqu'un. Mais en fait, à un moment donné, c'est vraiment spirituellement, c'est un truc de fou en fait qui se passe. Toi et ton corps. Qu'on soit spirituel ou pas en fait. Ouais. C'est que vraiment, s'il y a un moment dans ta vie où tu dois être présent, c'est celui-là en fait. Ouais. Mais c'est très juste parce que pour l'avoir vécu une première fois, c'est la seule fois de ma vie, la première fois de ma vie où quand j'ai eu accouché, je me suis sentie, après t'as cet instinct animal aussi, mais c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie aussi forte psychologiquement, avec mon corps, avec tout, en fait, tout réuni. Ouais. C'est incroyable quand même ce que ça fait. Hein. Bien sûr. Bah d'un coup c'est toi qui tiens les cartes quoi. Ouais. C'est moi. Il y a que ça en fait. C'est grâce à moi que l'humanité existe en fait. À un moment donné, le féminisme peut se résumer à ça. L'autre jour j'étais assise avec une amie, il y avait un mec qui était un peu en train de la titiller parce que voilà, et en fait elle le regarde, elle écoute, elle lui dit mais en fait tu viens d'où? Tu viens de l'appareil génital d'une femme. Donc en fait tu ne peux être autre chose que féministe mec. C'est fini en fait. Vous venez tous d'une femme. Donc à partir de ce moment-là le débat est clos. Et j'avoue que je me suis dit, pas mal. bien répondu. Mais c'est vrai que il y a une connexion. Il y a déjà, voilà, dans un hôpital classique, il y a déjà du bruit, il y a déjà de la lumière, il y a déjà des gens qui sont dans une énergie qui est radicalement différente de celle de l'accueil d'une vie parce que c'est leur taf. Eux, ils sont dans l'opérationnel, ils sont en train de faire un service. Et ça n'empêche qu'il y a des... Voilà, moi, la nana qui m'a accouchée, elle était adorable. C'était une petite jeune, hyper dynamique, etc. Ça n'enlève rien. Mais en fait, voilà, si on a la possibilité et qu'on a en tout cas la curiosité de s'intéresser à ces choses-là, c'est intéressant, voilà, de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe en fait physiologiquement dans le corps d'un bébé quand il reçoit l'air, la lumière. Mais regardez, même nous, on n'aime pas quand on allume la lumière d'un coup quand on se réveille le matin. Donc en fait, de sortir un gosse avec des néons et des gens où on voit pas leur visage, quelqu'un qui porte une blouse, qui porte un masque. Voilà. Ouais. C'est pas à la portée de tous, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais, mais c'est vrai que pour les personnes qui s'intéressent en tout cas à avoir cette sensibilité ou potentiellement qui envisagent d'avoir un autre enfant, que ce soit un sujet d'intérêt ou pas, je pense que ça vaut la peine d'être considéré. Parce qu'on va beaucoup parler de l'allaitement, et ça en fait c'est la vérité absolue des années 80 qui est genre le seul conseil qu'on va donner sur la maternité. Enfin les mecs... On a aujourd'hui la chance d'avoir la connaissance, d'avoir l'accès à énormément de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là. Et il y a beaucoup d'outils en fait qui permettent de minimiser, en dehors des dégâts physiques, le trauma qu'on peut garder dans notre corps par rapport à un accouchement. Je suis d'accord. Moi, pour Evie, j'ai fait un bain thalasso, je sais plus exactement le nom, je crois que c'est ça, un bain thalasso pour les bébés, qui se fait le premier mois de vie, tu sais, quand tu as eu un accouchement traumatique, mais pas que la maman, hein, le bébé, surtout. Okay. Et parce qu'elle est née avec le cordon, comme beaucoup de bébés, mais cordon autour du cou, et puis elle a été étonnée de naître, alors qu'elle est arrivée le dernier jour, choupette, avec du terme. Bon, comment te dire, pourquoi tu es étonnée, Evie? On t'attend depuis longtemps. Mais en tout cas, elle n'a pas pris ce premier souffle, tu sais, elle n'a pas
eu le réflexe de respirer. Donc elle a été se faire mettre du gaz à côté et donc elle avait des traumatismes de naissance et qui auraient pu par la suite au long de sa vie en fait créer des vrais traumas. Du coup on a fait ce bain là et ben je t'assure que c'est incroyable à voir déjà ce bébé là qui revit en fait cet accouchement mais tout en douceur. Et ça me fait penser en fait à ce que tu disais. Ouais, bravo. Ça c'est génial. Ah ouais. C'est vraiment bien, je le conseille. C'est super d'avoir fait ça. C'est voilà, aujourd'hui on a la chance et la malchance des cartes qu'on nous a données et je pense que c'est la responsabilité de chacun de s'informer et surtout des initiatives typiquement comme ce podcast ou des choses qui visent à partager en fait tout ce qu'on peut mettre en commun de nos expériences de femmes et de ce qui existe aujourd'hui pour minimiser en fait un maximum le travail qu'il faut faire après parce que c'est vrai que c'est voilà que ce soit pour les césariennes, que ce soit pour tout ça, c'est le corps lui il se souvient hein. Toi tu sens pas parce que t'es sous péridurale mais ton corps lui il sait et en fait s'il n'y a pas un vrai travail qui est fait de réappropriation donc de la zone qui est en cicatrice, de vraiment redonner un espace en fait à chaque fibre musculaire pour lui dire ça y est tu peux te reconnecter, t'inquiète, c'est ça, faut découper, c'est bon maintenant. Au-delà de la rééducation en fait, c'est vraiment avoir un endroit d'amour. Moi je sais que j'ai dû faire une rééducation sur le côté droit parce qu'en fait il avait beaucoup pesé et en fait, j'étais complètement décalée quoi. Ah ouais. Il avait pris une place plus décalée, un peu. J'arrive. Il est né à terme du coup. Il est né. Je me souviens même plus. Oui, il était pas préma quoi. Non, pas du tout. Il est né, tout allait bien, il était en bonne santé. Nickel. Pleine forme. Je savais pas encore si j'allais allaiter ou pas et j'ai ce souvenir assez vif de l'infirmière ou de la sage-femme qui lui met son petit doigt dans la bouche pour patienter. Ouais. Et donc moi j'étais à côté, j'étais là, oh, my baby, I love you. Et en fait là elle essaye d'enlever son doigt et je vois l'enfant qui se lève par la force de succion. Ouais. Je vois cet enfant qui est en ce piranha et je regarde ça, je me dis c'est mort. C'est hors de question. Ça va être ça toutes les 3 heures. Non, mais c'est surtout que alors, sincèrement, et c'est un des endroits pareil où je sais que c'est potentiellement un peu mal vu parce qu'on parle, voilà, de cet apport en vitamines. En fait, moi, j'ai des tétons extrêmement sensibles et j'ai des tétons qui sont en plus, la plupart du temps, introvertis. Ah oui. Ils sortent vraiment. Donc, en fait, toi, tu sentais que c'était moi, je sentais que ça allait être un carnage en fait. Et de là, j'en rigole, mais ça fait partie des choses aussi où, pareil, moi, j'aime bien porter des messages de vulnérabilité, mais qu'il faut quand même oser dire. C'est qu'en fait, moi, j'ai préféré faire le choix de effectivement peut-être sacrifier ce fluide maternel de l'élixir de vie ultime qu'on peut passer par l'allaitement pour ne pas me retrouver en dépression postpartum parce qu'en fait, j'ai les seins comme ça, que je m'en veux parce que j'arrive pas à allaiter, parce que mes tétons ne sortent pas et que je suis née comme ça. C'est ça. Moi, j'ai vu tout ça en fait. Et pareil, à l'époque, c'est là en fait que je vois ces petits endroits de courage en fait et de lucidité, d'oser me positionner sur des choses qui sont potentiellement à l'encontre de ce qu'on va me recommander, mais parce que moi je sais que dans ma cartographie, dans ma manière à moi, c'est une manière d'honorer cet enfant et de m'honorer en fait, de faire ce choix-là. C'est vraiment, j'adore entendre ça parce que non mais moi je l'ai pas vécu comme ça, mais moi je ne sais pas pour quelle raison, mais je savais que je voulais pas allaiter. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose que ça m'attirait pas. Et pourtant, je sais que les bienfaits et tout ce qu'on te dit, etc. Voilà, je suis très consciente de ça. Mais je le savais et j'étais en accord avec moi-même. Cet enfant, il n'allait pas être allaité. Tu vois, son papa, il allait lui donner son biberon. Et voilà, enfin, c'était très clair dans ma tête. Mais c'est dur de libérer cette parole parce que justement, tout le monde te dit l'allaitement, c'est l'élixir de vie. Il y a rien de mieux, il y a rien de... Voilà. Et le lien avec la maman et le bébé et tout ça et tout ça. Mais du coup, c'est très bien de le dire. Très bien dit. Moi, c'est un petit peu ce que j'aime faire sur quasiment tous les sujets, c'est qu'en fait, je pense qu'il est fondamental de réactualiser et de recontextualiser les choses que l'on recommande ou que l'on partage ou que l'on vit. C'est vrai. L'allaitement, si on repart sur un format tribu, où déjà les femmes sont réglées en même temps, donc ont potentiellement des naissances grosso modo au même moment, c'est-à-dire que quand il y a une femme qui ne peut pas allaiter, il y en a 4 autres qui vont allaiter son enfant. La réalité, elle est là. Donc en fait, cette femme-là, elle n'aura pas à se retrouver en pleurs avec un tire-lait dans la salle de réunion de son bureau, à se dire « je suis pas capable, je suis une mauvaise mère, je suis épuisée, j'ai mal au sein, je me sens violée dans mon intimité, je ne suis plus séduisante ». Elle n'aura pas à vivre tout ça en fait, parce que c'est un non-sujet. Aujourd'hui,
C'est mignon, mais il faut recontextualiser. On n'est plus dans cette forme de la maternité accessible à tous, qui va être un truc vraiment hyper intuitif, où on va avoir le temps, où on peut. Il faut nommer ces choses-là. C'est ça, en fait, faire une décision éclairée. Et c'est valable pour énormément de décisions, en fait. Il faut prendre le temps de recontextualiser, quoi. Et donc, cette nouvelle vie, quand t'es sortie de la mater, t'es restée quoi, 3 jours comme... Tout se passait bien, toi t'étais en forme après? Moi j'étais en forme, j'avoue que peut-être après la première nuit, je me suis réveillée, j'ai ce souvenir à l'aube d'être allée prendre mon petit café à la vanille là, hyper sucré de la machine de l'hôpital avec une clope, et je me rappelle avoir fumé ça à l'aube, j'étais là genre oh mon Dieu, merci la vie. T'as repensé à cette dame justement, là ça me fait penser à elle, mon Dieu là. Non. C'est vrai? J'y ai repensé bien après. Ah ouais. Pas sur le moment, pas pendant la grossesse, pas sur le moment. Ok. Vraiment, après, a posteriori, je me suis dit, mais c'est quand même de là que ça vient, quoi. Donc t'as pu rentrer ensuite avec ton tout petit nouveau-né chez tes grands-parents alors? Chez mes grands-parents dans un premier temps, voilà, pour avoir le soutien de ma grand-mère, donc c'est quand même son premier arrière-petit-fils. C'est génial ça. J'ai été complètement louve, hein, je l'ai pas lâché. Même bien au-delà du premier mois. Finalement, c'est un luxe que j'ai eu de par le fait que j'avais pas de grande activité professionnelle à l'époque. Enfin, j'étais vraiment en renouveau, donc en fait, j'ai vraiment pu être présente, complètement collée c'est ça. à mon bébé jusqu'à ses 8 mois, je crois. J'ai été en... Et est-ce que du coup tu avais prévenu, j'imagine que tu avais prévenu le papa? Alors le papa est resté en fait dans le pipe jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la naissance, j'avais cet espoir de me dire que l'arrivée physique, concrète, matérielle de l'enfant serait peut-être plus palpable et lui permettrait de faire sa transition. Bien sûr. Mais au bout de je sais pas, enfin c'est un peu fou, mais au bout de ces quelques premiers mois de vie, j'ai décidé de déménager à Montpellier. D'accord. Peut-être qu'il avait un peu moins d'1 an, je pense, 8 mois. J'ai décidé de déménager à Montpellier, j'ai eu une opportunité là-bas grâce à quelqu'un qui m'a vraiment tendu la main. Et quand on est arrivé à Montpellier et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de changement, ça a été pour moi le déclic. Donc je l'ai quitté à ce moment-là. Il a voulu garder un lien avec son enfant ou... Non. Non. Ah ouais. Donc tu t'es retrouvée toute seule à gérer ton rôle de maman et de parent, du coup. C'est ça. Alors ça a été le grand début de la double parentalité, ou en tout cas des questions à ce sujet-là. C'est vrai que moi j'ai jamais fait rentrer personne d'autre dans ma vie, finalement. C'est vrai. J'ai eu quelques relations, mais dans le sens du cadre juste familial. J'ai jamais cohabité avec un homme chez moi avec mon fils, quoi. J'ai jamais invité personne chez moi, même pas un petit rencard, un petit comme ça. Éventuellement au début j'ai eu des amis, mais bon, de toute façon j'avais pas énormément de cercle. Aujourd'hui il y a vraiment les personnes qui sont extrêmement proches de moi, donc sa marraine, ma meilleure amie, qui vont peut-être venir boire un thé, mais j'ai vraiment une grande séparation entre ma vie de femme, ma vie de tout, en fait, et ma vie de mère, surtout parce que, en fait, pour moi, de faire rentrer quelqu'un dans la vie de mon fils, c'est pas du tout quelque chose que je prends à la légère, en fait. Mais absolument pas. Je sais que c'est un enfant qui est en recherche de figure paternelle, c'est évident. Donc je lui donne quand même, voilà, il en a d'autres, mais à partir du moment où ça va être dans le cadre d'une relation, je sais très bien ce que ça va vouloir dire pour lui de me voir en fait cohabiter. Et tant que c'est pas quelqu'un avec qui j'ai vraiment créé un projet de vie et avec qui je suis alignée, comment le faire? Aujourd'hui, ce que je peux savoir, moi qui vraiment me fait changer d'avis sur énormément de choses, c'est que tout s'apprend. Tout s'apprend et tout se travaille. On doit passer un diplôme pour couper des cheveux, on doit passer un diplôme pour conduire une voiture. Par contre, pour élever un gosse ou le faire rentrer dans un nouveau cadre familial, là, vas-y, YOLO, quoi.
Alors qu'en fait, non, tu travailles sur la construction psycho-émotionnelle d'un enfant, c'est hyper important. Il y a beaucoup de dynamiques conscientes, subconscientes, il y a des rapports de force. Enfin, à un moment donné, si moi, je suis pas avec quelqu'un avec qui je peux consciemment passer des heures à nommer tous ces trucs-là, et se dire, OK, qu'est-ce que toi, tu vas projeter sur lui par rapport à ton enfance? Quels sont tes désirs? Comment est-ce que ça va influencer notre relation tous les deux? Si je peux pas avoir quelqu'un avec qui je peux co-construire avant même de lui présenter quel va être notre deal énergétique et qu'est-ce qu'on va vouloir lui proposer consciemment en tant qu'adulte qui sont sur le même pied de vision, alors c'est non. Ouais. Non, mais c'est très clair. Et oui, tu disais, il en manque d'une figure paternelle. Est-ce qu'il sait, il connaît ton histoire? Est-ce que à 7 ans, il est capable de... Ouais, alors moi j'ai, bon bien sûr avec conseils et avis et beaucoup de recherches de plusieurs types de personnes, notamment dans la pédagogie, dans la psychologie, etc. Je suis partie vraiment aller faire un petit peu mon questionnement, comment on fait en fait pour expliquer une histoire pareille, etc. Et c'est vrai que finalement il y a des choses qui peuvent être nommées avec des mots d'enfant. Qui permettent en fait de poser un socle de vérité, parce qu'en fait moi je n'ai jamais pu mentir à mon enfant en fait, c'était pas ni sur son père ni sur rien d'autre en fait, ni sur ma vie, surtout que voilà elle est de notoriété publique aujourd'hui, donc il y a pas de sujet, mais comment pareil par souci de justesse, comment trouver le juste milieu entre lui offrir la vérité, ne pas lui donner des informations qui sont trop lourdes ou trop complexes à comprendre pour lui. C'est tout le temps ça la justesse pour moi d'être parent, c'est ok, toi tu penses que ça c'est juste, mais en fait place-toi du côté de l'enfant, gère tes problèmes avec toi-même. Donc là en l'occurrence, moi ma difficulté de me sentir dans un endroit d'inconfort avec moi-même parce que j'estime ne pas avoir dit toute la vérité avec mon fils, ça c'est mon problème, pas le sien. C'est ça en fait tout le temps, essayer au maximum de sortir de l'ego parental qu'on a tous, parce que c'est comme ça qu'on nous apprend à être parents, et se dire, ok, si je règle le problème là avec moi-même d'abord, alors qu'est-ce qu'il reste avec mon enfant? Et en fait, on se rend compte que 90% des problématiques qu'on va avoir avec son enfant ne lui appartiennent pas, elles nous appartiennent entièrement. Parce que c'est des choses que nous, on veut, parce que c'est ce que nous, on avait imaginé, parce que c'est comme ça qu'on pense que ça doit être. Et l'enfant, lui, c'est pas son problème, en fait. Bah, oui. Non, c'est très... je pourrais t'écouter des heures, je crois. Vraiment, c'est... T'as une vision des choses assez incroyable et très juste, et ouais, c'est génial. J'adore. Bah, merci. Merci de me donner aussi l'opportunité de m'exprimer sur ces sujets-là. C'est vrai que c'est un petit peu en parallèle de ma ligne de conversation habituelle, mais voilà, j'aime bien moi aussi apporter un petit peu de densité. C'est vrai qu'on a beaucoup synthétisé cette histoire à une version un peu Hollywood, addict, tombe enceinte, miracle, aujourd'hui sauve des addicts, sauf qu'en fait le chemin il s'arrête pas là en fait, au contraire, c'est chaque journée que tu passes avec ton enfant, c'est une co-création et c'est un challenge. Moi ça m'apprend l'ancrage bien sûr. Et ça a changé ta vie. Et pour rebondir sur du coup ce changement de vie, donc tu es partie habiter à Montpellier. Et ensuite, niveau pro, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai bien compris que tu étais quand même une femme aussi très investie dans l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que tu as créé? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que c'est pas le sujet, on va dire, de cet épisode, mais ça fait partie de toi et moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu es devenue. Finalement c'est entremêlé au sujet sur lesquels je me questionne, c'est-à-dire comment concilier en fait ta vie de femme, ta vie d'entrepreneur, ta vie spirituelle et ta vie etc. Donc je pense que ça a sa place. Pendant la grossesse, donc face au manque de réponse en fait que j'avais sur comment faire avancer ce sujet-là. Donc mon rapport à l'addiction, j'ai commencé à me former en fait en autodidacte, à lire tout ce que j'ai trouvé dans la bibliothèque, à aller voilà, beaucoup lire, je me suis vraiment étudiée comme un scientifique en fait. J'ai tenu j'ai fait des expériences surtout toi-même, sur moi-même en fait. J'ai vraiment tout observé et en fait j'ai commencé à vraiment mettre en place des réflexions qui sont de l'ordre de la méthodologie, de l'approche philosophique en fait, d'un vrai concept de réflexion empirique qui viendrait proposer une approche différente du tissu de réflexion qui existe aujourd'hui autour de l'addiction, pour proposer vraiment un remaniement, une approche vraiment iconoclaste, une autre manière d'approcher le sujet pour avoir finalement des résultats pérennes qui passeraient par d'autres voies.
J'ai voulu rendre tout ça accessible à un plus grand nombre. Donc le travail que moi j'ai fait, d'aller me former à l'auto-hypnose, d'aller me former à la naturopathie, d'aller découvrir la sophro, d'aller tout ça. Je sais que tout le monde n'a ni le temps ni l'argent d'aller soit se faire accompagner, soit le faire soi-même. Donc j'ai créé en fait des programmes avec un cheminement qui est à mi-chemin entre le développement personnel et la spiritualité, avec des exercices pratiques issus de 15 disciplines différentes. Donc j'ai tout co-créé avec musicothérapie, art-thérapie, thérapie cognitive et comportementale, sport, tout ça dans une app, format vidéo, audio que tu peux faire chez toi, dans l'intimité, sans être obligé de dire à personne que tu tapes de la coke quand tu sors du bureau, sans être obligé de dire que tu bois trop de bière, sans être obligé de dire que tu as un problème avec la bouffe. Et c'est génial. C'est la startup que j'ai créée. Ça s'appelait Mayadi. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de liquider cette boîte avec mon associé. On a fait ce choix-là parce que déjà, c'était économiquement pas viable, donc on a eu un très bon accueil de l'application, etc. Mais pour pouvoir la développer, il aurait fallu qu'on continue à travailler 5 ans sans se payer. Et vu qu'on est toutes les deux mères célibataires, c'était impossible. Ouais, c'est énorme. Et aussi parce que, voilà, moi, j'ai pris beaucoup en 2 ans. Donc, je suis passée sur une émission qui s'appelle Qui veut être mon associé. Donc, j'ai levé des fonds. S'en est suivi un TEDx, l'écriture d'un livre, le tout sur une période très condensée de 2 ans où moi, j'étais à la fois en train d'élever mon fils. J'étais quand même assez novice et dans la communication, donc faut quand même dire que j'avais pas de compte Instagram, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais pas de télé chez moi, enfin. Donc j'ai pris beaucoup, j'ai fait 2 très gros burn-out à me retrouver paralysée devant mon ordinateur. Enfin, je savais même plus écrire un mail, quoi. Je m'appelle Ashley, je me dis est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien. J'avais tellement absorbé en fait de tout ce qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que j'apprenne, etc. Je me disais mais je serais jamais à la hauteur. Et c'est vrai que petit à petit j'ai lâché les rênes en fait du projet parce que je me sentais encore une fois plus légitime et j'ai pas réussi à défendre l'identité de mon projet. Voilà, ça c'est en parallèle. Donc j'ai fait ce choix-là et là aujourd'hui donc j'ai repris en fait ce sujet-là, mais dans une structure qui est beaucoup plus intimiste et surtout beaucoup plus flexible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai besoin d'un format qui puisse suivre mon évolution parce que finalement tout dépend de moi. Il a fallu aussi que j'accepte ça. Je pense que ça a été aussi le travail des 2 années. Moi j'ai vraiment voulu digitaliser, mais en fait les gens ils m'ont dit en fait on veut que toi tu sois là quoi. C'est bien ton contenu, mais on veut que toi tu sois là. On veut être. C'est ton énergie qui participe grandement à la transformation. Donc aujourd'hui, j'accompagne en coaching, en vraiment un accompagnement individualisé, alors souvent des familles, souvent des situations un petit peu compliquées ou des personnes qui ont vraiment besoin d'anonymat. C'est un coaching assez poussif, donc on n'est pas sur 1 heure de visio de temps en temps, c'est des grosses sessions, je me déplace à domicile, j'ai des clients en Suisse, j'ai des familles qui me font venir en Belgique, en Suisse, à Londres, donc voilà, Et vu que c'est pas accessible à tout le monde, je travaille la 2e branche dans un souci qui est hyper important pour moi, c'est d'accessibilité de mon travail. Je suis en train de reprendre des cours que tout le monde peut suivre et acheter pour une somme raisonnable pour pouvoir suivre une partie en tout cas de mon enseignement et qu'il y ait à la fois les séminaires où les gens peuvent venir me rencontrer et vivre une journée entière de transformation sensorielle, épique et vraiment vivre un moment fort et à la fois continuer à se plonger en fait dans ces théories, dans ces approches-là pour s'en imprégner et au final pouvoir les expérimenter et peut-être se les approprier. Quel parcours! Non, vraiment, je trouve ça très intéressant. Moi, ça me fascine quand j'entends des témoignages comme le tien parce que c'est très inspirant en fait. Tu vois, non, mais c'est vrai quand on commence, tu vois, quand tu commences à raconter ta vie, on se dit pas bon alors aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qu'elle fait cette femme, ben voilà, tu vois, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure en off, c'est que j'aime bien savoir le pourquoi, du comment, tu sais, enfin comment elle en est arrivée là, pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui a fait d'elle cette femme aujourd'hui. C'est dingue. Et là clairement en fait c'est l'exemple parfait quoi, tu vois. Tu t'es construite et tout au long de ta vie quoi, et là aujourd'hui ce que tu fais c'est juste enfin c'est formidable, enfin moi je trouve ça très honorable. Merci. On a besoin de gens comme toi. C'est vraiment un switch duquel je suis très très fière. Donc là c'est assez récent, donc en plus j'en parle. Voilà, c'est une décision qui a été difficile à prendre. Où, encore une fois, je me suis retrouvée
à tenir ma barque et mon positionnement. Ah, c'est ça. On se dit, mais en fait, c'est ton bébé, et t'as toute cette visibilité, et t'as tout ce référencement SEO tu vois, sur ta boîte maladie, et toi, tu veux tout arrêter. Pourquoi? Pour repartir. Ouais, mais en fait, c'est là que moi, je suis habitée par ce que je fais, en fait. Et non, mais ça se ressent. Je suis pas start-upeuse, je suis idéaliste. Ouais. Je suis pas là pour monter des produits, et bien sûr que j'ai une capacité à le faire, j'ai une capacité à créer des produits en termes de créa, en termes de design, en termes de ceci. C'est quelque chose que j'aime, mais c'est pas là que j'ai ma plus grande valeur ajoutée, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un sujet pour moi qui dépasse, en fait, qui dépasse faire du bien à des personnes qui vont venir m'écouter et qui vont peut-être régler leurs problèmes d'addiction. Pour moi, on revient sur les thématiques de passation, sur les thématiques d'éducation. Aujourd'hui, on est dans une société qui est hautement addictogène. Et en fait, autonomiser chaque adulte à être déjà conscient et à gérer ses micro-addictions au réseau, au sucre, à la bouffe transformée, à tout ce que des gens dans des immeubles avec des budgets faramineux travaillent toute la journée pour faire en sorte qu'on soit le plus addict possible, parce qu'il faut quand même le nommer, c'est ça la réalité. Si nous, on fait pas preuve d'une forme de résistance, alors on va tous devenir mongoloïdes, en fait. Mais vraiment, il faut, moi, je suis passée sur ce format-là pour reprendre, en fait, aussi cette possibilité de m'exprimer non pas au nom d'une boîte où, en fait, chacune de mes interventions, elle va être dédiée à du marketing, à vendre des produits, mais à vraiment passer ce message-là de sensibilisation du fait que l'addiction, c'est pas un gros mot, c'est même juste un mot qui veut tout et rien dire. Aujourd'hui, on parle de comportements qui sont le lot de tout un chacun. Absolument tout le monde aujourd'hui a des formes de micro-addiction dans son comportement, dans ses addictions au stress, dans ses addictions à cette espèce de frénésie ou à la temporalité rapide des choses, comme dans le sucre, comme dans commander sur Uber Eats tous les 4 jours. C'est des formes de micro-addiction. Bien sûr. Le processus c'est le même. Ouais. Et à chaque personne qui lit mon livre, à chaque personne qui ceci, à chaque personne qui cela, je me dis ok, peut-être que cette personne, elle en parlera différemment, elle créera un espace où en fait c'est possible d'en parler différemment, ça évitera qu'il y ait des personnes qui s'isolent. Moi je le vois vraiment en fait sur j'ai la volonté et l'ambition d'avoir un impact profond. Ah mais ça, sur le sujet. J'en suis convaincue. Vraiment, j'en suis convaincue. J'ai aucun doute maintenant que je t'ai rencontré et que... non, vraiment. En tout cas, je te remercie très sincèrement Merci à toi. Pour cet épisode, pour ce témoignage, d'avoir pris le temps de venir à ma rencontre. J'en ai appris bien plus sur toi que toi sur moi, mais... À charge de revanche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon. On reste en contact parce que moi j'adore. Moi c'est ça qui me plaît, c'est rencontrer des gens comme toi, des gens voilà, qui sont solaires et qui ont des choses à raconter et à partager surtout. Et voilà, donc merci infiniment. Merci à toi pour ce... Je te souhaite plein de réussite. Merci beaucoup.